Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Myria Asset Management. J'ai le plaisir de recevoir la gestion de Myria M pour tirer un premier bilan de l'année 2025. Nous allons faire un retour sur le mois de novembre, un mois marqué par un léger rebond des marchés, mais aussi par une hausse de la volatilité fortement influencée par les mouvements contrastés des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Ce mois a également été marqué par l'initiative de l'administration américaine qui a présenté un plan visant à obtenir un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, un plan qui a largement animé l'actualité politique. Alors sans plus attendre, j'accueille Denis Canfou, gérant diversifié chez Myria M. Bonjour Denis. Bonjour Angelina. Comment décrirais-tu le comportement des marchés financiers sur l'ensemble de l'année 2025 ? 2025 sur les marchés a été une année contrastée, parfois déroutante, mais riche en enseignements. Alors comment résumer 2025 ? On pourrait dire que le scénario s'est écrit en 3 actes, l'incertitude, le choc, puis la recomposition. L'acte 1, l'incertitude. En début d'année, les marchés avancent prudemment. L'inflation ne recule pas aussi vite qu'espéré, les banques centrales restent sur leur garde, trajectoire de taux hésidante, et les investisseurs jonglent entre espoir et nervosité. Dès janvier, le climat géopolitique imprime sa marque. Les relations entre les grandes puissances restent crispées. Rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine, tensions commerciales latentes, incertitude autour des sanctions et contre-sanctions, poussées nationalistes sur plusieurs régions. Les valeurs liées à l'innovation, à l'IA ou à la transformation techno-économique continuent d'attirer les regards. Mais le doute plane encore dans un contexte où les investisseurs avancent en gardant un œil sur les banques centrales et sur les tensions géopolitiques. Acte 2, le choc. Le 2 avril survient l'un des événements marquants de l'année, le Liberation Day. Les États-Unis annoncent des droits de douane massifs, créant un séisme instantané sur les marchés mondiaux. On voit les indices décrocher, les chaînes d'approvisionnement se tendre et la volatilité s'emballer. Mais le plus intéressant, c'est la suite. La digestion du choc est rapide. Les investisseurs distinguent très vite les entreprises réellement fragilisées de celles capables d'absorber ce nouveau coup ou de s'appuyer sur un marché domestique robuste. Le Liberation Day n'est pas seulement un choc économique, c'est un rappel brutal du rôle croissant de la géopolitique dans les valorisations, les flux de capitaux et la perception du risque. Cet épisode nous rappelle donc l'importance de la flexibilité et de la diversification dans une allocation. Acte 3, la recomposition. À partir du printemps, les marchés reprennent leur souffle, mais ils ne reviennent pas à l'équilibre d'avant. Ils se réorganisent. Aux États-Unis, la tech continue de dominer, portée par les méga-tendances autour de l'IA et de l'innovation. En Europe, la performance est plus diffuse, rythmée par les débats politiques internes et les inquiétudes sur la compétitivité. Les émergents, eux, évoluent au gré de leur exposition aux tensions globales et de leur stabilité interne. Sur le plan géopolitique, l'année est également marquée par la montée des politiques industrielles, le durcissement des contrôles sur les technologies stratégiques, la fragmentation progressive des échanges internationaux. Ces facteurs influencent directement les flux, les secteurs gagnants et les stratégies de diversification. Et du côté du risque, malgré les bonnes performances boursières globales, la vigilance reste indispensable. Les tensions géopolitiques rendent les marchés plus sensibles. Un discours, une sanction, un conflit localisé et les flux se réorganisent immédiatement. Les valorisations élevées dans certains secteurs et la vigilance des banques centrales complètent ce tableau d'instabilité contrôlée. Alors que retenir de 2025 ? C'est une année où les marchés ont montré qu'ils pouvaient encaisser des chocs externes majeurs tout en continuant d'allouer du capital vers les grandes tendances de long terme. Une année qui confirme que, dans la gestion d'actifs, la discipline, la diversification et la capacité d'adaptation ne sont plus des options, mais sont incontournables. Et concernant votre allocation, quel positionnement Myria M a-t-elle adopté cette année ? Sur la poche action, l'année a débuté avec une surexposition marquée, particulièrement concentrée sur l'Europe, où les signaux macroéconomiques et les valorisations nous semblaient offrir un couple rendement-risque attractif. Les autres régions étaient maintenues à des niveaux neutres dans l'attente de points d'entrée plus favorables. Dès février, face à un essoufflement des indicateurs avancés et à un regain de volatilité sur certaines devises asiatiques, nous avons réduit notre exposition aux actions japonaises, ainsi qu'aux marchés émergents. En mars, l'ajustement s'est poursuivi avec une sous-pondération des États-Unis motivée par des niveaux de valorisation devenus plus élevés et une visibilité limitée sur les marges des entreprises. Le mois de juin a marqué un premier tournant. Malgré les tensions entourant les droits de douane, le comité d'allocation de Myria Asset Management a décidé de revenir progressivement sur les actions émergentes. Plusieurs facteurs ont soutenu ce mouvement, notamment un affaiblissement du dollar, un environnement monétaire plus accommodant et des perspectives de croissance structurelle toujours solides dans certaines zones asiatiques. À partir de septembre, la résilience de l'économie américaine, ainsi que l'apaisement progressif des tensions commerciales, nous ont conduit à renforcer notre allocation aux États-Unis. Le marché offrait à nouveau un profil de risque plus équilibré, justifiant un repositionnement tactique.
Enfin, en novembre, l'élection d'un Premier ministre japonais défenseur d'une continuité des politiques économiques de l'ère Abe a ravivé l'attrait des actions japonaises. Dans un contexte de gouvernance d'entreprise en amélioration et de réformes toujours soutenues, nous avons choisi d'augmenter notre exposition au Japon. Sur la partie taux, notre allocation est restée centrée tout au long de l'année sur des segments offrant un portage particulièrement attractif. Nous avons ainsi privilégié les obligations présentant des rendements ajustés du risque élevé, notamment la dette émergente en devise forte ainsi que le high yield américain et européen. Ces segments combinaient une prime de risque encore généreuse, une dynamique technique favorable et une capacité de portage robuste. L'allocation à la dette d'entreprise investment grade a été maintenue à un positionnement neutre. Malgré une qualité de crédit solide et une volatilité contenue, les niveaux de spread, souvent comprimés, offraient un potentiel de portage moins compétitif. La dette émergente en devise locale est également restée à la neutralité en raison d'un couple rendement-risque jugé moins convaincant, notamment du fait de l'exposition aux devises et d'une hétérogénéité persistante entre les politiques monétaires et locales. Cette construction visait à capter l'essentiel du rendement disponible sur les marchés obligataires tout en maîtrisant la volatilité globale du portefeuille. Merci Denis pour ce tour d'horizon très complet. Merci Angelina. J'accueille maintenant Pierre Bismuth, directeur général de Myria-M, mais également gérant des fonds UFF Capital Planète, UFF Allocation Dynamique et depuis peu UFF Obligations Diversifiées. Bonjour Pierre. Bonjour Angelina. Comment se sont comportés tes fonds au cours de l'année 2025 ? Tout d'abord, UFF Capital Planète a enfin battu son indice de référence sur l'année 2025 grâce à une surpondération des actions européennes au détriment des actions américaines. En réalité, c'est surtout la surpondération de la devise européenne au détriment du dollar américain qui a fortement bénéficié au fonds. De plus, le fonds a investi très majoritairement sur des stratégies à faible degré de liberté par rapport aux indices de référence, ce qui a préservé la pertinence de l'allocation d'actifs. Concernant UFF Allocation Dynamique, le fonds affiche une progression supérieure à celle de son indice de référence qui lui est en hausse de plus de 7% à la fin novembre. C'est dire si l'année a été solide, que ce soit pour les actions ou pour les obligations. Le piège qu'il fallait éviter, c'était d'oublier le momentum de marché et d'avoir une gestion trop tranchée. Le fait de ne pas avoir d'a priori sur la direction des marchés permet au fonds d'être classé dans le premier décile de sa catégorie sur l'année, comme sur 3 ans. De plus, je suis ravi d'être revenu à mes premières amours et à nouveau aux commandes d'un fonds obligataire, UFF Obligations Diversifiées, dont la reprise par Myria-M s'est très bien passée et dont la construction est assez ambitieuse avec de nombreux sous-jacents à performance absolue ou très diversifiants comme les 4 bonds. Et l'un de tes fonds t'a-t-il semblé plus complexe à piloter cette année et pour quelles raisons ? Très clairement, UFF Allocation Dynamique a été beaucoup plus difficile à gérer pour 2 raisons principales. Beaucoup de flux de sortie alors que la performance du fonds est véritablement solide sur les 3 dernières années au minimum, et un indice de référence composite qui a affiché des performances quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles très robustes tout au long de l'année et même lorsque les marchés étaient très volatiles. Ainsi, le plongeon du mois d'avril a été effacé le 9 mai, ce qui est très rapide pour un événement aussi violent que le Liberation Day. En novembre, plusieurs grandes valeurs technologiques américaines ont nettement reculé, comme Microsoft, Amazon ou Salesforce. Comment comptes-tu appréhender ces variations dans tes portefeuilles ? C'est une excellente question, d'autant que je suis gérant de fonds et donc tributaire des choix des gérants sous-jacents. Nous utilisons donc plusieurs stratégies pour contourner le problème d'une sélection de titres hasardeuse ou trop typés dans nos sous-jacents, à commencer par l'utilisation de trackers ou d'OPCVM de gestion passive ou active systématique. De plus, les typologies de gestion active que nous avons au sein de nos portefeuilles sont très complémentaires, ce qui permet d'atténuer les risques spécifiques également. Enfin, au sein de mes fonds, je peux utiliser des fonds sectoriels pour jouer telle ou telle partie de la cote. Depuis de nombreux mois, j'ai investi sur une stratégie de valeurs technologiques et dont le but est de suivre le MSCI World Information Technology, mais également dans UFF Capital Planète et UFF Allocation Dynamique, environ 10% des encours totaux sont investis sur le fonds Action European Banks, ce qui m'a permis depuis 3 ans et me permet toujours d'exprimer financièrement la vue très constructive que j'ai sur les banques européennes depuis la sortie de la politique des taux négatifs. Est-ce que cela t'amène à renforcer d'autres zones comme l'Europe ou à ajuster certaines expositions ? À l'heure actuelle, les sur- ou sous-pondérations sont un peu figées. Sur UFF Capital Planète, la surpondération sur les actions européennes continue d'être assumée, même s'il va probablement falloir commencer à être un peu plus imaginatif. Et pourquoi pas diversifier vers plus de pays émergents dont certains ont fait du surplace cette année. Sur UFF Allocation Dynamique, autant la partie action est assez simplement investie selon la partie action de l'indice de référence,
Autant de larges marges de manœuvre sont utilisées sur la partie investie en stratégie obligataire, au sein desquelles on retrouve toutes les zones géographiques investissables. Enfin, sur UEFF obligations diversifiées, notre construction s'appuie sur un socle d'obligations à haut rendement pour 40% de l'actif, renforcé par un pôle structurel de fonds de performance absolue obligataire typé crédit pour 40% de l'actif également. Le reste du portefeuille est investi en produits obligataires de diversification comme du portage émergent, des obligations corporate hybrides ou des fonds d'obligations catastrophes qui apportent une vraie orthogonalité avec la directionnalité du marché. Et enfin, quelles orientations stratégiques retiens-tu pour aborder le début de l'année 2026 ? On va dire que pour le moment, on ne change pas une construction qui gagne, et il est vrai que le scénario de Myria M reste très favorable aux marchés financiers risqués. Je reste focalisé sur les risques positifs. Objectivement, les conflits géopolitiques majeurs font l'objet d'un activisme diplomatique sans précédent, comme on peut le constater chaque jour au sujet du conflit russo-ukrainien. Néanmoins, pour nos portefeuilles, nous sommes en recherche constante d'OPC qui exhibent des surperformances structurelles, comme les ETF actifs ou les fonds qui intègrent des stratégies optionnelles permettant d'encaisser dans la plupart des cas des primes qui s'ajoutent à la performance des indices répliqués. Merci beaucoup Pierre. Merci Angelina. J'accueille désormais Nicolas Brice, fondateur de River 31 et conseiller du fonds Hudson Blue Chips. Bonjour Nicolas. Bonjour Angelina. Cette année, le portefeuille a été marqué par de fortes disparités entre les valeurs qui ont beaucoup progressé, comme Alphabet, qui affiche une hausse de 69%, et celles qui ont connu des périodes plus difficiles, comme Zoetis et Copart, qui ont reculé de 21 et 32%. Comment expliques-tu ces écarts de performance entre ces valeurs et quelle est la manière dont vous l'avez géré ? Tu as raison, la disparité des performances des titres en portefeuille est significative, mais pas nécessairement exceptionnelle en tant que telle. D'ailleurs, au sein du S&P 500, 38 actions affichaient à la fin novembre une progression supérieure à 50% et 32 perdaient plus de 30%. Ces chiffres sont assez habituels, mais deux éléments caractérisent l'année 2025 selon nous. Tout d'abord, la concentration des meilleures performances sur un segment restreint du marché, à savoir les semi-conducteurs et équipementiers informatiques. Ainsi, parmi les 38 titres progressant de plus de 50%, un peu moins de la moitié font partie de ce secteur, que nous pourrons appeler hardware, ce qui représente une concentration assez rare. Bien sûr, cela s'explique par l'engouement extraordinaire pour l'intelligence artificielle et les investissements significatifs associés. Bien que le fonds Hudson Blue Chips soit investi sur quelques titres hardware comme Broadcom et Applied Materials, nous sommes généralement très prudents sur ces segments, car ils restent extrêmement cycliques et les titres associés très risqués. Le moindre ralentissement dans la croissance des dépenses d'investissement pourrait faire éclater ce qui peut s'apparenter à une bulle. L'autre élément plutôt inhabituel et qui nous concerne directement, c'est la sous-performance de certains titres de sociétés de qualité. Je pense notamment au réseau de paiement Visa et Mastercard, à la société de gestion BlackRock, aux spécialistes du bioprocessing Danaher, mais également aux agences de notation de crédit Moody's et S&P Global, ainsi qu'aux leaders de la réservation de voyage Booking Holdings. Ces sociétés opèrent sur des métiers divers, avec des business models différents et une exposition géographique variée. Elles ont en commun de bénéficier de positions dominantes sur leurs marchés respectifs, de générer de la croissance rentable et d'avoir publié des résultats au-dessus des attentes. La plupart ont même relevé leurs objectifs pour l'année 2025. Tous ces titres affichent pourtant une performance quasiment nulle depuis le début de l'année. Bien sûr, l'autre dénominateur commun est que ces entreprises ne sont pas concernées directement par les investissements liés à l'intelligence artificielle et sont donc temporairement délaissées par les investisseurs. Elles pourraient cependant s'avérer de grands bénéficiaires des avancées technologiques en cours, notamment en termes d'efficacité opérationnelle, mais également via l'émergence de nouvelles offres. Ces sociétés restent toutes des positions de long terme pour le fonds, leur faiblesse actuelle offrant d'après nous des opportunités d'achat. En faisant un retour sur l'année 2025, quels choix de gestion étaient les plus favorables et lesquels se sont révélés moins fructueux pour le fonds ? De manière générale, malgré un bon début d'année, le positionnement stratégique d'Hudson Blue Chips, axé sur la qualité, n'a pas été très porteur en 2025. En effet, depuis le mois d'avril et le moratoire sur les droits de douane, le momentum s'est avéré extrêmement puissant sur la partie la plus spéculative du marché, comme les sociétés de technologie non profitables et les titres les plus vendus à découvert. À titre d'illustration, le tracker S&P Low Vol était en hausse de seulement 4% à fin novembre, sous-performant son pendant, le S&P High Beta, de plus de 23%. Pour revenir à Hudson Blue Chips, le fonds a bénéficié de son investissement dans Alphabet, sa position la plus importante. Comme tu l'as évoqué, le titre de la maison mère de Google progresse de presque 70% sur l'année. Pourtant, il affichait début avril une baisse de 24%, les investisseurs s'inquiétant d'une perte de compétitivité par rapport à OpenAI. Nous avions alors décidé de tenir la position, car Google nous semble posséder de solides atouts,
notamment en termes de capacité d'innovation et de distribution. Depuis, la société a largement rassuré le marché et bénéficié en novembre à la fois de la publication de Gemini 3, son nouveau modèle d'IA extrêmement performant, mais aussi d'un potentiel accord avec Meta Platforms pour l'achat de semi-conducteurs dédiés à l'intelligence artificielle. Ces succès profitent également à Broadcom, partenaire d'Alphabet dans le design de ses puces. Nous avions initié cette position en 2024 et notre thèse d'investissement reposait sur le fait que les géants de la tech ne pourraient pas se permettre de dépendre exclusivement de Nvidia pour la fourniture de semi-conducteurs dédiés à l'IA. L'action Broadcom est en hausse de 74% sur l'année et de presque 200% depuis notre investissement il y a 18 mois. Même chose pour Applied Materials, leader mondial des équipements pour la fabrication de semi-conducteurs dont le titre progresse de 55%. Enfin, nous avons initié 2 nouvelles positions sur le motoriste aéronautique Safran, ainsi que sur Thermo Fisher Scientific, qui est un fournisseur de services et d'équipements pour les laboratoires pharmaceutiques. Ces 2 titres progressent d'environ 30% en moins de 9 mois. A contrario, certaines sociétés, comme Zoetis et Copart, que tu évoquais précédemment, ont vu leurs titres baisser cette année. Malgré une croissance toujours correcte, elles souffrent d'une concurrence accrue à court terme, ainsi que d'incertitudes au sein des classes moyennes américaines. Mais la qualité de leurs fondamentaux n'est pas remise en question. Au cours du mois, vous avez réalisé plusieurs arbitrages au sein du portefeuille. Quels ajustements avez-vous fait et quelle était la logique derrière ces décisions ? Effectivement, nous avons profité de la hausse exceptionnelle d'Alphabet pour écrêter légèrement la position et nous renforcer sur Microsoft. Par ailleurs, nous avons décidé de vendre plusieurs petites positions, à savoir Salesforce, Costco et Coupang, pour renforcer les lignes Zoetis et Copart, qui se traitent aujourd'hui à des multiples historiquement faibles. En ce qui concerne Salesforce, nous avons des doutes sur la stratégie future d'un groupe qui a effectué beaucoup d'acquisitions ces dernières années, ainsi que des craintes sur une potentielle disruption liée à l'intelligence artificielle. Pour Coupang et surtout Costco, nous avons décidé de vendre car, après de fortes progressions sur les 2 dernières années, l'upside nous semble limité au niveau de valorisation actuelle. Enfin, nous avons exploité la baisse de presque 15% du titre Nvidia pour initier une petite position sur le leader mondial des puces dédiées à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Nicolas. Merci Angelina. Et pour finir, j'accueille Charles de Riedmaten, gérant Action chez Myria et gérant du fonds UFF Dynastie Familiale. Bonjour Charles. Bonjour Angelina. Quelles grandes décisions d'investissement ont été prises au cours du mois de novembre ? Au niveau du portefeuille, nous avons réalisé plusieurs ajustements significatifs sur UFF Dynastie Familiale. En premier lieu, dans le secteur de la beauté, sur Interparfums, qui, contrairement à ses habitudes, n'a pas été en mesure de donner des perspectives pour 2026. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après déjà 3 avertissements sur résultats cette année, les investisseurs ont complètement délaissé le titre, qui dévisse de 14% sur le mois et désormais 32% depuis le début de l'année. Nous avons donc pris la décision de réduire sensiblement notre exposition au titre pour revenir sur un des proxys du secteur, la société française L'Oréal. Ailleurs, nous avons pris la décision de sortir du fabricant italien de yachts, la société San Lorenzo, alors que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes et que l'entreprise ressort négativement dans notre nouvelle méthodologie ESG qui sera effective début 2026. Nous sommes également sortis d'une autre société italienne, la société Chemray, dont la valorisation s'est complètement envolée dans le sillage de la thématique de l'intelligence artificielle et qui ne reflète désormais plus vraiment ses fondamentaux. Nous avons en parallèle introduit une nouvelle ligne sur un fabricant de machines à embouteiller, l'allemand Krohn, dont les métriques de valorisation nous semblent pour le coup beaucoup plus raisonnables. Enfin, dans le secteur de la défense, nous avons pris quelques bénéfices sur l'équipementier suédois Saab, alors qu'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine pourrait être trouvé. L'année a été marquée par un contexte géopolitique tendu et par de nombreuses incertitudes économiques. Est-ce que ces éléments ont influencé la construction du UFF Dynastie Familiale et si oui, comment ? Alors oui, en effet, à chaque événement géopolitique ou économique, nous essayons d'analyser, de comprendre et de saisir les meilleures opportunités d'investissement pour le portefeuille. Nous avons dès le 6 mars initié une ligne sur l'équipementier suédois Saab, actif dans le secteur de la défense, alors que l'Europe se mettait en ordre de bataille pour gonfler ses investissements dans le secteur de l'armement. Nous avons gagné jusqu'à 55% sur la ligne avant que des rumeurs sur un potentiel accord de paix n'apparaissent et que nous prenions quelques bénéfices, comme je l'expliquais précédemment. Dans la même veine, nous avons également réalisé un important travail lors de l'annonce par Donald Trump de la mise en place de droits de douane avec ses principaux partenaires commerciaux. Pour chaque ligne du portefeuille, nous avons ainsi cherché le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis, ainsi que la capacité à produire localement. Plusieurs sociétés sont ressorties comme potentiellement à risque, comme Butcher Industries ou Rational par exemple, que nous avons sortis du portefeuille respectivement les 2 et 8 avril. Interparfums faisait également partie des sociétés à risque,
Plus que 40% de son chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis et que la société ne possède pas de capacité de production locale. Mais nous avions fait le choix à l'époque de conserver la valeur, la société ayant mis en place une augmentation de prix de 10% pour compenser l'impact des droits de douane. À tort sans doute quand on voit le parcours boursier qui s'en est suivi. Même constat lors du vote de confiance de François Bayrou, nous avons repris chaque société du portefeuille et analysé l'exposition au marché français. Nous avions alors pris la décision de sortir de la foncière de commerce Altarea, dont la dépendance au marché français était beaucoup trop forte, tout en nous renforçant sur les autres sociétés françaises dont les baisses nous semblaient exagérées. Puis il y a d'autres sujets de fond importants, comme les banques ou l'intelligence artificielle par exemple. Sur les banques, malgré toute notre bonne volonté, nous n'arrivons pas à trouver des banques familiales de qualité, hormis les 2 banques que nous détenons déjà en portefeuille. Nous nous sommes donc tournés vers des holdings financières pour compenser ce manque dans la construction du portefeuille. C'est ainsi que nous nous sommes exposés à la Sofina, plus ancienne société d'investissement belge et actionnaire de très belles sociétés comme Mistral AI, Nux ou encore Vinted. Sur la thématique de l'intelligence artificielle, enfin, thème central de l'année 2025, là aussi je dois dire que nous avons eu des difficultés à trouver des acteurs de qualité. C'est déjà difficile de trouver des acteurs en Europe exposés à la thématique, mais des acteurs familiaux, cela devient un véritable parcours du combattant. C'est la raison pour laquelle nous avons participé à l'introduction en bourse d'InnoScripta en mai dernier, une société de logiciels allemande qui révolutionne le crédit d'impôt. Nous avons également cherché à nous exposer au secteur des semi-conducteurs, en vogue, à travers une autre société allemande, la société Elmos Semiconducteurs, spécialisée dans les puces pour l'industrie automobile, qui là aussi aura été très bénéfique au portefeuille. Nous avons également dû prendre des bénéfices sur la thématique, sur Sciembré par exemple, dont j'ai eu l'occasion de parler tout à l'heure. Donc globalement, si je devais conclure, je dirais qu'à chaque événement de marché, nous essayons d'être réactifs et d'étudier les potentiels impacts que cela pourrait avoir sur le portefeuille. Nous essayons toujours de réagir avec du recul tout en gardant notre sang-froid, malgré les tentations et la psychologie humaine qui peut parfois être très forte. Nous abordons 2026 avec confiance et sérénité, confiants dans notre process de sélection différenciant des entreprises familiales et sereins au regard du niveau de valorisation globalement attractif du portefeuille, après une année marquée par un rebond plus qu'impressionnant du style value. Merci beaucoup Charles. Merci Angelina. J'ai été ravie de vous présenter cet épisode du podcast de la gestion de Myria M. J'espère qu'il vous permettra de mieux comprendre comment les équipes ont traversé cette année 2025. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour tirer le bilan définitif de l'année 2025 et partager les perspectives d'entrée dans l'année 2026. À très bientôt. Ce podcast ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement de quelque instrument financier que ce soit. Les références à des valeurs mobilières spécifiques et à leurs émetteurs sont dans un but unique d'illustration et ne doivent pas être interprétées comme des recommandations d'achat ou de vente de ces valeurs. Les analyses mentionnées dans ce podcast représentent le point de vue de Myria Asset Management quant aux tendances des marchés financiers qui sont fondées sur les conditions actuelles de ces marchés. Elles sont émises à la date d'enregistrement et sont susceptibles d'évoluer. Toute souscription ne peut être effectuée qu'après la lecture de l'ensemble de la documentation réglementaire des fonds tenue en permanence sur notre site internet qui détaille notamment les principaux risques de l'investissement, la durée de placement recommandée et les frais appliqués. L'écoute de ce podcast ne vous dispense pas de consulter vos propres conseils afin de vous permettre de vous forger une opinion sur l'adéquation du produit à vos objectifs d'investissement et votre situation. Et enfin, les performances passées ne préjugent pas les performances futures.